Le pôle expérimental métiers d'art de Nontron et du Périgord-Limousin est une association loi 1901 qui a été créée en 2000 à l'initiative de la commune de Nontron et qui est aujourd'hui soutenue par la communauté de communes, qui a de nombreux partenaires qui sont le département, la région, le parc naturel régional Périgord-Limousin et qui est adhérente à Ateliers d'Art de France. Donc l'objectif de notre association, c'est de faire la promotion des métiers d'art sur notre territoire. Et en fait, c'est un objectif qui est assez transversal parce que ça nous permet de parler de culture, d'économie et de tourisme. Alors nous organisons des expositions, 5 à 6 expositions par an. Nous organisons un salon qui s'appelle Rue des métiers d'art au mois d'octobre. Nous organisons des ateliers, des cours, des stages qui permettent à tous de découvrir les métiers d'art, de s'initier. Donc c'est des cours hebdomadaires et puis des choses pendant les vacances. Nous organisons un événement avec le parc qui s'appelle Faut le voir chez soi où nous prêtons des objets d'art aux particuliers. Nous participons à des salons. Et puis en fait ici, donc, à Nontron, on a un lieu d'exposition qui est très beau, qui est situé au château. Et dans ce lieu, il y a également une boutique qui nous permet de commercialiser les productions des professionnels métiers d'art. Et on a un espace qui s'appelle l'espace lames et métaux qui est dédié aux couteaux. Pour rappel, rapidement, les métiers d'art, en fait, ce sont des activités qui sont à la frontière entre l'artisanat et la création artistique. Qui sont des métiers liés à la transformation de matières telles que la terre, le verre, le bois, le métal, le textile, j'en oublie. Il y a plus de 280 activités métiers d'art, donc c'est un domaine qui est très très vaste. Et les gens qui sont professionnels métiers d'art peuvent être, ça va d'une personne qui travaille pour une manufacture de luxe ou d'excellence jusqu'à des gens qui travaillent tout seuls dans leurs ateliers ou des TPE de 5 à 10 personnes. Le pôle expérimental métiers d'art a intégré le dispositif des résidences de l'art en Dordogne en 2000, donc dès la constitution de l'association quasiment. L'idée c'était de vraiment structurer les actions de l'association autour du développement culturel aussi et de l'enrichir avec un côté plus professionnel. Et donc intégrer le dispositif des résidences de l'art en Dordogne, ça nous permettait vraiment tout de suite de développer ça. La piste qui a été choisie en 2000, c'est de travailler avec des designers. L'idée, c'était de ne pas avoir un artiste qui arrive et qui travaille seul et ex nihilo, mais en fait, c'était de travailler tout de suite en collaboration avec des professionnels métiers d'art. Les designers pouvaient découvrir des savoir-faire et puis approcher la matière. Les professionnels métiers d'art pouvaient appréhender une nouvelle méthodologie. Et puis, comme ce sont des créatifs qui se rencontrent, eh ben, voilà, c'est des univers qui se rencontrent, des échanges. Voilà, c'est toujours intéressant de travailler avec d'autres. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui petit à petit s'est révélé le plus enrichissant dans cette résidence. C'est vraiment ça, les échanges entre créateurs en fait. Les résidences ici à Nontron, c'est un petit peu particulier parce que donc il y a cette collaboration entre des designers et des professionnels métiers d'art et donc ça demande un temps très long. Donc on commence toujours par un premier séjour comme ça de découverte du territoire, de ses habitants, on va se promener, on visite la région, on rencontre à la fois les habitants, les élus, etc. Il y a une exposition de début de résidence qui permet aussi à tous, professionnels métiers d'art et habitants, de découvrir et de faire connaissance avec le designer ou la designer ou les designers invités. Et puis, à cette occasion, on essaye aussi de créer, de faire des premières réunions d'échange avec les professionnels métiers d'art. Et puis après, il y a un travail vraiment qui est long, qui va commencer par des visites dans les ateliers, des professionnels. Ensuite, il va y avoir les dessins, les maquettes. Et ce travail-là, il se partage en fait entre les artisans et les designers.
les premiers essais et les prototypes. Donc il y a plein d'allers-retours comme ça, ça nécessite plein d'allers-retours et donc un temps assez long avant d'avoir les productions définitives. Alors, les pièces qui sont réalisées en résidence appartiennent aux designers. Donc il y a évidemment toujours une exposition de fin de résidence dans laquelle on montre ces créations. Et puis ensuite, donc le designer les a, mais elles servent à faire la promotion de ce travail et de valoriser à la fois le travail du designer et des professionnels métiers d'art. On a pu montrer le travail de Jean Couvreur et de Samuel Akoseberi à Bordeaux, l'Escale du Design. On a pu montrer le travail de Samuel également à Paris pendant les Designer Days. Celui de Jean Couvreur aux ateliers d'art et aux ateliers de Paris. Donc voilà, ça sert vraiment à être montré, à être diffusé à l'extérieur en exposition. Et puis ici, l'agence culturelle départementale d'Ordogne-Périgord achète des œuvres qui ont été créées à Nontron, ce qui fait qu'on a constitué un fonds comme ça de création et ça nous permet également de diffuser, de le prêter à d'autres structures pour être exposé. Alors ici à Nontron, la résidence, c'est d'abord accueillir un designer en résidence, c'est d'abord vraiment l'accueillir, s'occuper de lui quand même, c'est beaucoup d'échanges et de relationnel. C'est l'amener visiter un territoire, c'est le faire rencontrer des gens, c'est tout de suite le mettre dans l'ambiance et lui permettre de rencontrer les habitants, les professionnels métiers d'art, de savoir ce qui se fait ici et de bien l'accueillir, qu'ils se sentent bien. Et puis l'air de rien, il y a aussi amener le designer se balader, venir au marché de producteurs en été, participer au loto des pompiers, enfin c'est bête mais ça fait partie d'une résidence. Et puis ensuite il y a aussi les lieux, donc il y a un appartement, on a un lieu qui s'appelle l'espace métier d'art, donc dans cet espace il y a un grand appartement pour qu'il soit bien et un atelier dans lequel il va pouvoir retrouver des outils, entreposer les maquettes, les matériaux, les essais, etc. Parce que le travail se fait beaucoup dans les ateliers des professionnels métiers d'art, mais il y a aussi beaucoup de travail dans l'atelier des designers en résidence. Pour les designers, je pense que c'est vraiment intéressant de se confronter à plein de savoir-faire très variés. Ce qu'on demande aux designers qu'on accueille ici, c'est de vraiment être capable d'échanger avec des professionnels métiers d'art. Donc il faut qu'ils aient des qualités humaines, vraiment, c'est la base. Il faut que ce soit des gens qui soient à l'écoute et capables d'échange, vraiment. C'est à la fois une découverte de savoir-faire et de méthodes de travail différentes des leurs et de pouvoir expérimenter des choses. Et puis il y a aussi de pouvoir s'offrir un temps de création un petit peu à part, comme une sorte de parenthèse un peu plus calme. Ça leur permet souvent de travailler un projet de manière aussi plus libre, beaucoup plus libre. Ce n'est pas une réponse à une commande, les résidences ici. C'est vraiment un travail de création et pour eux, je pense que c'est une opportunité de développer aussi des projets beaucoup plus personnels. Les designers restent 3 mois, mais en fait, ces 3 mois, ils sont étalés sur 1 à 2 ans. C'est eux qui fixent un petit peu leur calendrier avec les gens avec lesquels ils travaillent, puisqu'en fait, ils font plusieurs séjours, et ça peut être des séjours très courts s'il y a juste quelques détails à voir dans les ateliers, mais ça peut être des séjours plus longs de 2 à 3 semaines. Nous essayons ici de vraiment impliquer la population dans les résidences et de leur permettre de suivre la résidence dans sa durée. Et puis il y a aussi tout le travail avec les scolaires. Et là on essaye vraiment d'avoir un travail sur le long terme. Et puis ça nous permet aussi comme en fait les scolaires, on a l'habitude de travailler beaucoup avec eux sur les métiers d'art, ça nous permet aussi de leur faire découvrir un autre métier qui est celui de designer.
Et donc c'est pareil, c'est vraiment un travail sur le long cours. Il y a beaucoup de classes qui viennent visiter les expositions de début et de fin de résidence, mais il y a aussi des professionnels métiers d'art qui participent à la résidence, qui animent des ateliers dans les classes. Les designers, eux aussi, animent des ateliers dans les classes. Voilà, donc c'est très très riche, ça nous permet de mener beaucoup d'actions, et ça c'est aussi grâce au dispositif des résidences qu'on peut faire ça, parce que ça nous permet de faire ces interventions en classe qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place autrement. Et nous, on essaie à chaque résidence d'avoir une exposition de travaux d'élèves. Et c'est important aussi pour valoriser tout ce qu'ils ont fait autour de la résidence. Donc il y a une exposition à chaque fois qui s'appelle Design à l'école, où on présente les travaux qui ont été réalisés avec les designers et les professionnels métiers d'art pendant cette résidence. Alors la petite particularité des résidences à Nontron, c'est qu'elles sont très fertiles. Elles sont très fertiles dans le sens où à chaque fois quasiment que nous avons eu des designers en résidence ici, ils ont eu des enfants. Bon, ben, comme quoi ce n'est pas un problème non plus sur le déroulé, hein, mais maintenant on a tout ce qu'il faut. Donc dans notre appartement d'accueil des designers, hein, il y a un parc, un lit enfant, etc. Il y a tout l'équipement qu'il faut pour accueillir des gens avec des enfants en bas âge, pas de souci. Voilà. Donc quasiment tous les designers qui sont venus en résidence ici ont eu des enfants, voire un à plusieurs. Donc le projet culturel du pôle international de la préhistoire est très lié par définition au thème cité qui est la préhistoire, sur un territoire de départ exemplaire qui est celui de la vallée de la Vézère et qui a été voulu par la puissance publique, État, région, département, eu égard à l'extraordinaire richesse du patrimoine préhistorique sur cette vallée. Donc on est à la fois sur un projet culturel qui est la diffusion vers l'ensemble des publics de l'intérêt de la préhistoire, à la fois en termes de connaissances scientifiques, de médiation scientifique, mais de pédagogie, de documentation vers le grand public et d'attrait de la préhistoire vers tout ce qui est l'ensemble des activités ou de l'expression culturelle, c'est-à-dire rendre moderne et amener vers l'ensemble des publics la compréhension que cette préhistoire nous permet de mieux comprendre le monde actuel. Alors nous mettons en place régulièrement autour de toutes ces données toute une série de propositions culturelles ou pédagogiques. Donc c'est de plusieurs ordres. Ça peut être de l'ordre de l'exposition artistique, donc de l'exposition d'un artiste, mais aussi d'expositions issues du Fonds régional d'art contemporain ou du Fonds départemental d'art contemporain, qu'on réunit avec des thématiques. Alors,
Il suffit de trouver en quelque sorte des thématiques liées au territoire, même si ça n'a pas été conçu directement, mais les notions d'archéologie, les notions de traces, les notions de restitution de ce qu'on peut trouver dans le sol sont des notions qui fondamentalement intéressent les artistes et globalement, depuis un siècle et demi, les ont interrogés. Donc on peut proposer ça au public. On peut aussi avoir des expositions de pure création en lien avec le lieu, ce qui est le cas des résidences de l'art qui peuvent nous intéresser directement, mais ce qui est le cas aussi d'artistes locaux ou d'artistes un peu lointains qui sont interrogés depuis longtemps, soit directement autour de l'art pariétal, soit autour de la notion de trace et de mémoire. Pour le monde scientifique, parce que ce n'est pas si évident que ça, et j'insiste, il y a des rencontres et il y a une transmission. Le milieu scientifique, ici et dans le milieu de la préhistoire, est plutôt habitué à ces ponts entre la création et la recherche fondamentale ou la recherche appliquée. Il n'empêche qu'en ayant rencontré un certain nombre d'artistes, pris en compte, fait le retour, on les a, on les voit, et ça dure un certain nombre d'années, puisque nous, on le voit ensuite dans des réunions de type conseil d'orientation scientifique, où l'idée même de l'artiste qui a accompagné revient. C'est pour ça que c'est bien de marquer à un moment donné les points aussi sur des anniversaires. Là, en Dordogne, ce sont les 20 ans des résidences de l'art, mais c'est bien de marquer ça parce qu'on se rappelle, on se remémore, on a de nouveau les œuvres, et on prend le pari qu'un certain nombre de gens autour vont venir voir et vont avoir ces points de rappel de ce qu'ils ont vécu. Pas seulement de la création ou de l'œuvre en tant que telle ou de l'expo en tant que telle, du moment de la résidence. Et ça en fait tout l'intérêt et tout le sel, parce qu'on peut programmer à ce moment-là une série à la fois de rencontres, à la fois des rencontres qui sont des rencontres de contenu et d'échange avec les préhistoriens, les acteurs de la préhistoire, les acteurs du territoire, et des rencontres plus subtiles et plus émotionnelles avec le patrimoine, avec les grottes, avec les gisements, avec ce qui fait sens pour nous et sens quasi tellement évident ou immédiat qu'on en a oublié le contenu. J'exagère un tout petit peu parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais quand même. Nous sommes très intéressés par la notion de résidence de l'art et par la présence, effectivement, d'un artiste sur une durée relativement longue sur le territoire. C'est l'idée de l'immersion, c'est l'idée de l'aller-retour, c'est l'idée du partage, c'est l'idée de la découverte. L'accueil d'un artiste en résidence, c'est toujours une nouvelle expérience. C'est vrai que chaque résidence, chaque artiste, chaque projet est unique. Donc tout d'abord, c'est déjà lui permettre de découvrir ce territoire riche en patrimoine, riche culturellement, de découvrir les sites, de rencontrer des scientifiques, de rencontrer les habitants. Donc tout ça, c'est déjà pour lui permettre d'avoir un petit peu une culture de la préhistoire. Ensuite, l'intérêt, en tout cas pour moi, c'est de voir un petit peu l'évolution de son immersion, l'évolution de son travail, et en fonction de cette évolution, lui permettre d'avoir des orientations ou de rencontrer des personnes qui peuvent lui apporter et nourrir un petit peu son expérience, son imaginaire, pour arriver à une création originale et qui, même si ce n'est pas le but de la résidence, puisque c'est une résidence de recherche, va lui apporter le maximum et qu'il puisse après, que cette expérience puisse apporter à son travail futur, en tout cas dans ses prochains travaux. Dans le cadre d'une résidence de l'art, sont mis en place toute une série de médiations
ou d'activité ou d'interaction. Moi, je pense que c'est plutôt un processus qu'une série d'actions, en fait. C'est aussi de pouvoir toucher un public qui vient chez nous plus pour la préhistoire, mais finalement qui, grâce à ce biais-là, peut découvrir aussi l'art contemporain et peut-être s'intéresser à cet art contemporain en plus de la préhistoire qu'il est venu y chercher. Alors après, on ne cherche pas de profil particulier, en tout cas on ne s'attache pas à un médium particulier. Je pense qu'il faut rester assez large pour avoir des surprises justement. On a eu des artistes, plutôt des peintres, dessinateurs, mais on a également, avec Balthazar Oxier, travaillé avec un artiste avec le multimédia. Donc on a en tout cas une ouverture très large, comme les artistes, je pense, en général. Et après, quand on a le jury, c'est vrai qu'en tout cas moi, je vois un petit peu ce que l'artiste a pu faire et je peux imaginer un petit peu ce qu'il peut faire avec un autre environnement. Alors les artistes sont logés dans un gîte, hein, donc par ce biais, il a aussi un contact avec les habitants des Aisies. C'est important aussi. Ensuite, il circule un petit peu sur tout le territoire, que ce soit dans les lieux culturels, les lieux patrimoniaux. Donc il a vraiment une liberté d'action et de découverte et je suis là un petit peu pour lui donner des directions et l'aider à rencontrer les bonnes personnes. Alors dans le cadre d'une résidence, les œuvres appartiennent à l'artiste et généralement il les emporte. On garde des traces bien sûr, que ce soit des films, des photos, mais toutes les œuvres réalisées en résidence appartiennent à l'artiste. Pour ce qui me concerne, le meilleur moment d'une résidence est plutôt dans les temps d'accompagnement et dans des temps d'échange un peu forts qu'on peut avoir avec un artiste. Et quand il y a exposition, ce qui a été le cas à chaque fois, c'est toujours un moment fort en tout cas pour l'artiste et pour le pôle international de la préhistoire qui peut ainsi arriver à montrer à un public une autre dimension d'un art qui se rapproche de la préhistoire, en tout cas qui est très riche et enrichi par la préhistoire. C'est une rencontre
rencontre avec Annie Wolf, avec laquelle on a monté une première exposition d'art contemporain qui se situait dans les viviers du château, qui sont situés à 200 mètres du château. C'est quelque chose qui est institutionnalisé au sein à la fois de la cave coopérative et du château, puisqu'on a un programme très complet qui associe des conférences, des artistes également qui interviennent, des résidents artistes, tout un ensemble culturel, toute une programmation qui dure toute l'année en fait. On a un très très beau mariage aujourd'hui entre la vieille pierre et l'art d'aujourd'hui, voilà, qui est pratiqué par ces artistes. Une belle histoire effectivement qui a démarré il y a plus de 10 ans, oui, avec Annie Wolf et son association Les Rives de l'Art, et qui se continue aujourd'hui. Donc c'est vraiment un partenariat qui est un très beau partenariat. Voilà. Les Rives de l'Art est une association que nous avons créée, un petit groupe de passionnés d'art contemporain en 2007 pour assurer, j'ai envie de dire, une diffusion de l'art contemporain en vallée de Dordogne, en sud Dordogne exactement. Pour assurer cette diffusion, nous avons mis en place au fil des années, nous n'avons pas démarré la première année comme cela, mais au fil des années, nous avons développé un programme où se succèdent des expositions au château de Montbazillac, au rythme de 2, 3, voire 4 expositions par an au château de Montbazillac, mais aussi complétées par des conférences sur l'art contemporain, où nous invitons des conférenciers différents, qui ont des parcours professionnels différents. Et puis aussi, nous provoquons des rencontres. Nous les appelons une heure, une œuvre et un artiste. Des rencontres où nous demandons à un artiste de venir avec quelques œuvres sous le bras et discussions en bâton rompu pour justement permettre à un public de directement interpeller un artiste, chose qui est dans la vie courante rare et difficile. Il n'y a guère qu'au vernissage que nous les rencontrons, et comme ils sont forcément toujours très sollicités, cela n'est pas évident. Ensuite, nous mettons aussi en place des ateliers d'art en famille, là, depuis de nombreuses années. C'est une formule qui séduit beaucoup, puisque en fait, nous offrons la possibilité à, j'ai envie de dire, papa, maman et les enfants, ou une famille, de venir ensemble pratiquer au même moment la même activité. Et puis, il y a aussi une opération que nous menons tous les 2 ans et qui est associée, à laquelle nous associons le château de Montbazillac, qui s'appelle la Biennale éphémère. Donc là où il s'agit d'installer des œuvres d'art in situ le long de la vallée de la Dordogne ou en Sud-Périgord. Ça bouge un petit peu, ce n'est pas toujours dans les mêmes villages, mais nous invitons 5, 6, 7 artistes à investir Lavoir, écluses, ronds-points, barrages hydroélectriques, et puis bien sûr château de Montbazillac pendant toute la période de l'été. Nous avons intégré le programme des résidences de l'art en Dordogne parce que cela nous a paru d'abord un programme très, très intéressant, de qualité. Et pour nous, cela a complété les actions que l'on menait, dans la mesure où on a la chance, au travers des résidences, de pouvoir, j'ai envie de dire, entre guillemets, avoir pour nous un artiste pendant 3 mois.
C'est le luxe des résidences de l'art en Dordogne, c'est que ce ne sont des résidences de recherche. C'est une pause que l'on offre à l'artiste. Il n'y a pas de restitution obligatoire et obligée. Les artistes qui ont réalisé des œuvres au cours de la résidence, nous partons du principe que les œuvres leur appartiennent. Donc, en ce qui nous concerne, les œuvres réalisées ont vécu d'autres histoires ailleurs et autrement, libre à chaque artiste de mener les choses comme il l'entend. Ça nous offre un éventail de possibilités d'action que l'on n'a pas forcément au cours d'une exposition, qui dure forcément sur un temps plus court et surtout pendant lequel l'artiste n'est pas présent. Les différents sites qui accueillent les artistes en résidence en Dordogne ont tous des propriétés et des qualités différentes, d'une part par le thème, de par les lieux, de par les équipes aussi qui accueillent les artistes en résidence. Et c'est cette diversité qui fait la richesse des résidences de l'art en Dordogne. Nous menons des actions vers des publics scolaires, que ce soit des publics écoles, collèges, à travers les dispositifs qui sont menés et coordonnés par l'agence culturelle. Nous essayons aussi de mener des actions vers des publics qui ont des pratiques amateurs. Et puis nous menons aussi, depuis l'an dernier, des actions vers des publics plus ciblés, en particulier en partenariat avec le Secours populaire. Au fond, je me dis que ce qui est important, c'est d'installer des images. On installe les images, les gens passent, s'arrêtent ou pas, voient ou pas, retiennent ou pas, peu importe. Les images sont là, elles restent, et peut-être un jour, une fois, une autre fois, à un autre moment, ces images-là prendront leur force ou feront écho à quelque chose. Éric Samac m'a dit en forme de boutade, au fond j'ai passé 3 mois au château, je n'y ai jamais dormi, je n'y ai jamais déjeuné. Eh bien, pour le coup, pour mon exposition finale, je vais y installer mon atelier. Et il est allé tout simplement récupérer tous les objets, tous les instruments, tous les supports qu'il utilise pour son travail de recherche et d'enregistrement. Et il a tout réinstallé dans une des salles d'exposition du château.
Donc Zapart est un projet que j'avais proposé à l'hôpital à la suite de mes 35 ans de carrière en fonction infirmière, pour avoir mené, durant laquelle j'avais mené quelques projets culturels, notamment à l'hôpital de jour à Bergerac. Et partant à la retraite, j'ai voulu proposer d'occuper un lieu désaffecté de ses fonctions hospitalières et sanitaires pour créer un centre culturel non thérapeutique a priori, qui voulait que ce lieu soit un lieu de rencontre et de partage autour des activités culturelles ou artistiques proposées de toutes les populations. C'était surtout l'idée et la philosophie du projet. Au-delà du lieu, c'est surtout Zapart et avant tout une philosophie d'accompagnement et de vivre ensemble. La politique culturelle de l'établissement est menée de façon continue toute l'année et dans les disciplines les plus variées. Il n'y a pas de secteur privilégié, ça va de la photo au cinéma, au théâtre, à la musique, à la danse, à la sculpture. En fait, toutes les disciplines sont déclinées au regard et au hasard des rencontres que nous faisons avec les artistes. Il y a des expositions, des concerts, des pièces de théâtre, des résidences d'artistes. Nous avons sur le côté là, un appartement où on accueille des artistes en résidence qui sont là à la fois pour des résidences de création, parfois juste pour pouvoir venir rencontrer les personnes travaillant à l'hôpital, parfois les patients aussi, parce que le monde de la psychiatrie fascine, interroge. Et dans cet axe-là, toutes les disciplines nous sollicitent. C'est la photographie, la vidéo, le cirque. Donc c'est très très riche et l'originalité c'est qu'on met à disposition à la fois toute la logistique institutionnelle qui fait que l'accueil au logement est mis à disposition gratuitement, le repas de midi est offert, toute la logistique institutionnelle, technique est souvent sollicitée et mise à disposition par la direction qui fait que en général les gens sont contents d'être parmi nous, quoi. La première action que nous avons menée à Zapart, c'était justement de rentrer dans le dispositif des résidences de l'art avec l'art contemporain qui, pour nous, en milieu rural, n'était pas forcément quelque chose qui nous parlait beaucoup. Mais le fait que cette politique soit menée par le département et l'agence culturelle nous permettait, nous semble-t-il, et puis avec le recul, à juste titre, de crédibiliser notre action et de la valider sur le plan à la fois de l'institution, parce qu'il fallait quand même prouver que l'action culturelle dans un lieu qui n'est pas dédié dans ses premières approches à la culture était importante, mais aussi à l'échelon local et départemental, de crédibiliser l'action culturelle, une action culturelle à part entière. Voilà. Et donc le dispositif nous a largement permis de crédibiliser cette action. Jusqu'à présent, les artistes ont toujours répondu de façon très très généreuse sans que nous leur demandions quoi que ce soit, d'une sorte de restitution de leur art ou simplement de leur façon de penser
auprès de tous les publics et notamment aussi d'un public empêché, en fragilité psychique, en souffrance psychique, et qui fait que ce décalage entre l'accompagnement soignant qui est au quotidien, que nous menons et qui est notre mission en première, et cette présence-là dans l'institution, qui des fois est conséquente, puisque dans le cadre du dispositif des résidences de l'art, c'est 3 mois consécutifs, qui fait qu'il est vite repéré dans les différents endroits de l'hôpital, aussi bien sur le lieu ici, mais comme il se balade un peu partout, dans les lieux de rencontre, le centre social, et puis dans un lieu magnifique qui est notre chartreuse du 14e, et qu'à chaque fois je ne manque pas de rappeler tout l'intérêt. Ce qu'ils en disent, eux, pour la plupart des artistes, au-delà des artistes accueillis en résidence, c'est dans ce lieu-là, on ne triche pas. Zapart se veut un lieu vivant, avant tout. Donc ce qui nous intéresse, c'est de faire partager un petit peu et la présence, et la création, et la restitution, la présentation des œuvres à tous les publics, qui vont bien sûr des personnes prises en soins ici et en hospitalisation, mais aussi les publics scolaires, les publics de maisons de retraite, toutes les personnes intéressées par l'art en général, qui viennent du département, voire ailleurs pour certains qui sont venus, de ce lieu qui commence à être un peu reconnu, validé, qui fait du fait qu'il soit complètement atypique interroge. On se rend compte comment cet art peut faciliter la parole, justement par l'interrogation, un petit peu devant l'œuvre, et surtout aussi par la rencontre, si on a la chance que l'artiste soit dans les coins, par la rencontre avec cet artiste et de ce que lui a voulu dans un premier temps vouloir restituer, mais toutes les interprétations sont souvent déclinées. Et là, on voit comment l'œuvre d'art permet justement cette rencontre. Et qu'est-ce que c'est que l'art, c'est la rencontre entre une œuvre et son public. Et l'artiste est là pour justement favoriser cette rencontre-là. Je me souviens de notre première résidence et de la présence de Sébastien Bourg dans l'appartement à côté. Donc, les résidences, c'est à l'automne. Hein. Le climat ici n'est pas très rude, mais quand il était venu, je crois que c'était donc en 2010, il y avait de la neige, il avait neigé un petit peu et il avait remarqué des traces de pas d'animal dans la neige qu'il trouvait surdimensionné et on lui avait dit qu'ici il y avait des loups. Il y avait des loups qui venaient rôder, qui sortaient du bois, qui est juste à côté de l'appartement. Et quand quand tu nous avais dit ça, on lui avait dit oui, mais ici il y a des lions, des ours, des trucs comme ça. Et lui, alors dans un jeu un peu qu'il a voulu mener, quand il est parti, il m'avait laissé sur mon bureau un petit cadeau où c'est une photo, photomontage d'un loup devant l'appartement qui était censé être menaçant pour lui-même. Si on ne veut pas rentrer dans le moule, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie d'être une tarte. Et voilà, donc Zapart, c'est ça. C'est pas de la tarte pour les autres, mais pour nous, c'est de la bombe.
Sarlat est une ville de patrimoine. Elle compte à ce titre 70 bâtiments classés et protégés. Et de ce fait, elle a été tout naturellement inscrite au réseau des villes d'art et d'histoire depuis 2003. Donc, la cité a un service du patrimoine qui a deux missions essentielles, qui sont la préservation du patrimoine, qui est l'aspect plutôt muséal, et également l'animation du patrimoine. À ce titre, ce service d'animation est chargé d'élaborer les visites guidées, visites dont certaines sont faites par ce service lui-même, mais aussi par l'Office de tourisme. Il y a un rôle aussi de contrôle, évidemment, pour les textes, pour tout ce qui doit être présenté au public. Et par ailleurs, elle a aussi pour mission d'organiser des expositions, des animations avec notamment, depuis quelques années, des artistes qu'on reçoit en résidence de manière à sortir un petit peu des vieilles pierres, et c'est tout à fait naturellement qu'on s'est engagé dans le réseau des résidences de l'art en Dordogne. Le dispositif a été intégré il y a plus de 10 ans, en 2001, et c'était à l'époque dans une configuration différente puisque le service était plutôt orienté vers le musée. Et la première résidence en 2001, c'était Victoria Klotz, et c'était dans cette ambiance-là, dans cette orientation-là. Et c'est pour cette raison qu'il y avait aussi cette orientation dont a parlé M. Lasvar, plutôt sur la mémoire et l'imaginaire collectif. Et de fil en aiguille, il y a eu plusieurs résidents, plusieurs artistes avec des orientations différentes. Et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant pour nous, c'est que l'artiste ait une vraie prise avec la ville. Et ce qui avait vraiment un lien avec notre service est le volet animation du patrimoine. Il y a des artistes qui sont des grands communicants, et il y a des artistes qui ne le sont pas. Donc nous, on les prend bien sûr avec leur personnalité, mais c'est vrai que c'est un atout lorsque les artistes ont cette capacité à faire des vraies médiations avec le public, les interpeller, les choquer. Ça donne plus de teneur, de saveur aux échanges et à la résidence. Quand on lit Montesquieu dans les lettres persanes et qu'on se dit « Ah, il a un regard différent parce qu'il n'est pas d'ici », ben c'est un petit peu ce qui arrive avec un artiste. Et en plus, il y a cette fougue et cette vision de la ville qui est totalement différente. Et ce d'autant plus qu'on a eu des artistes vraiment de tous horizons. Il y a eu des fils d'agriculteurs, une artiste qui a vécu à Berlin, etc., etc. Donc il y avait des profils à chaque fois très différenciés, une manière de prendre la ville qui était complètement différente à chaque fois. L'accompagnement se fait évidemment sur le terrain à Sarlat. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire s'occuper de l'artiste, l'accompagner dans ses recherches en fonction
de la problématique ou de l'orientation qu'il choisit. Ça peut être tout simplement l'amener prendre un train ou l'aider à faire les courses, etc. Donc ça peut prendre des formes tout à fait singulières. Le plus important, à mon avis, c'est de l'aider à avancer dans son projet, mais en relation avec les personnes ressources du territoire. Donc ça a souvent été le lycée par le passé, mais plus récemment, sur les derniers artistes, on a essayé de leur faire connaître assez bien le cercle d'artistes du département ou du coin, de manière à ce qu'il ait quand même une sociabilité et aussi un engouement, un soutien autre que celui de la collectivité. Il y a eu à Sarlat plusieurs œuvres acquises par la mairie. Ça a été le cas notamment pour Éric Oppol et ça a été le cas aussi pour la chambre d'Étienne d'Arnaud Fabre. Ce projet, il avait fait in situ dans la maison de la Boétie et une fois qu'il a terminé cette œuvre qui a été vraiment très très bien accompagnée par l'artiste, par la presse, il y a eu un dévernissage ici et à la fin, le maire n'a pas pu faire autrement que de lui acheter son œuvre. C'est un témoignage de la présence de l'artiste et c'est aussi un outil de médiation pour les élèves qui travaillent autour de la Boétie ou pour le public. Il y a plusieurs choses dans ces médiations. Il y a d'une part celles qui sont réalisées par l'artiste. Donc ça peut être dans le cadre de conventions avec la DRAC, protocole dédié à l'enseignement des arts visuels. Donc là, il y a eu plusieurs interventions de fait à Sarlat au collège et aussi dans d'autres écoles et collèges du département. Ça, les artistes y ont très souvent participé. Évidemment, les artistes reçoivent quelques classes, mais pas toutes. Donc nous faisons le relais au moment de ces expositions et nous organisons également des médiations en complément, des ateliers ou alors on a essayé de développer depuis 2000 à peu près, depuis 2010 pardon, des actions tournées vers d'autres publics. Donc avec Arnaud Fabre, on a fait la maison de retraite et c'était assez amusant de voir les personnes âgées réagir au travail d'Arnaud Fabre et notamment les souliers. Et je me souviens qu'il y avait une vieille dame qui disait « mais il s'est vraiment cassé la tête pour pas grand-chose. En fait, il a un intellect très développé pour nous casser les pieds. » J'ai vraiment un faible pour l'installation de départ de l'artiste avant qu'il ait créé son œuvre, parce que il
y a un enthousiasme à montrer ce qu'il a produit par ailleurs et une certaine envie de convaincre et de prouver, qu'on retrouve souvent après. Mais voilà, ça permet de capter les gens une première fois et de penser pouvoir les revoir sur le long cours pendant la résidence.